parti. Alors, par ordre d'apparition à l'écran, Nathalie, je vais t'inviter du coup à te présenter rapidement et à nous présenter 2 mots donc, que t'inspire la restauration écologique. Donc, Nathalie Bénat, c'est ça, hein? Il n'y en a pas C'est plusieurs ça, dans le... Donc, je suis donc de l'ADASEA du Gers, et plus précisément sur la cellule d'assistance technique aux zones humides. Donc, je suis technicienne zone humide et agroécologie, puisque je travaille aussi sur des programmes régionaux que sont Messiflore et Urbaflore. Voilà. Donc, les 2 mots que m'inspire la restauration écologique, c'est terroir et local au masculin. Merci Nathalie. Ensuite, Pauline. Bonjour, du coup, Pauline Quintin, je travaille nature en Occitanie, aussi sur la cellule d'assistance technique aux zones humides comme Nathalie. Et je travaille aussi sur la gestion de sites en direct sur le corridor de la Garonne et également sur l'accompagnement des porteurs de projets sur les espaces naturels sensibles et conservatoires des zones humides également. Voilà, en 2 mots, qu'est-ce que ça m'inspire la restauration écologie? Je dirais parcimonie et alors, je ne sais pas comment le dire en un mot, mais prendre le temps de la nature. Parce que pour moi, c'est vrai que parfois, on va trop vite vers des projets de restauration et on fait plus de mal qu'autre chose parce qu'on nous incite à y aller et que souvent, on ne prend pas non plus le temps de la nature de faire un inventaire initial. Donc, on veut de suite des résultats. Ça, c'est le temps des élus qui n'est pas toujours celui du temps des écosystèmes, quoi. Merci Pauline. Valériane. Oui, bonjour à tous et à toutes. Je suis désolée, vous ne me verrez pas, ma caméra ne fonctionne pas. Et en plus, je suis en pyjama, donc voilà. C'est chouette la vidéo pour ça. Donc Valériane Lafont, je travaille en tant que chargée de mission sur la vallée du Galaison pour le syndicat des Hautes-Vallées-Cévenol dans le nord du Gard, à cheval sur le Gard et la Lozère. Et j'ai notamment travaillé sur de la restauration d'anciennes prairies en faveur de Fangarissarion, l'Azuré du Serpollet. Et j'ai fait ça avec les moyens du bord, donc là, d'assister aujourd'hui à ce café va certainement me permettre d'avoir des outils un peu plus professionnels, entre guillemets. Voilà, je rebondis sur ce qu'a dit Pauline. Je partage vraiment ton opinion sur le temps des élus, etc., parce que ça a été une difficulté pour moi de leur expliquer que des fois, de ne pas agir, c'était une forme de gestion aussi. Donc ça, ouais, c'est pas toujours simple. Donc les mots que ça m'inspire, je dirais confiance, parce qu'il faut créer une relation de confiance avec les propriétaires, parce qu'on est rarement sur du foncier public. En tout cas, avec mon expérience, comme ça se passe sur la vallée du Galaison, tout est privé. Donc il est important de créer la relation de confiance avec les propriétaires, mais également les personnes qui vont intervenir sur les travaux. Là, j'ai mis en place des éleveuses chèvres. Donc tout ça, ça demande vraiment de créer du lien. Et puis le deuxième mot, je dirais fragilité, parce que du coup on restaure, mais si je garde encore l'exemple de Fangarissarion, il ne faut pas trop restaurer non plus parce qu'il a besoin de quelque chose d'intermédiaire. Donc c'est fragile tout ça, c'est un équilibre fragile à trouver entre est-ce qu'on restaure et dans quel but on le fait, et voilà. Merci Valériane. Ça me fait me souvenir que tu avais aussi fait des super vidéos, je crois, non, dans le cadre de ce projet, que tu nous avais envoyé et qu'il faudra qu'on mette sur la plateforme du réseau des gestionnaires maintenant qu'elle est en route. Mais n'hésite pas à les partager dans le chat si tu... Ouais, c'est très lourd, comme c'est du HD, je pense que ça ne va pas fonctionner. Et c'était pas un lien, c'était une vidéo, oui. Ouais, on n'a pas eu encore l'idée de les mettre sur YouTube pour avoir des liens. Moi, je me souviens Mais voilà, si vous les participants, là, si vous les souhaitez, il n'y a aucun problème. Vous me faites un petit message dans le chat et je vous enverrai ça avec un WeTransfer et avec grand plaisir. Merci Valériane. Nicolas ? Bonjour. Alors moi je suis Nicolas Lafeuillade, je suis le chef de secteur du parc national sur Luz-Gavarnie. Donc j'ai suivi un peu de loin la restauration là, du site de Troumouze parce que je suis arrivé un peu après. Mais bon, j'ai quelques
j'ai vu quelque chose petit à petit arriver. Et alors pour moi, les mots que je retiendrai, c'est la fréquentation du public et les différentes activités sur le site. Voilà, parce que moi, je me focalise surtout sur le point qui a été fait sur Toulouse. Voilà. Merci Nicolas. Élodie? On ne t'entend pas, Élodie. Oui, Élodie, une collègue de Nicolas. Je suis chargée de mission travaux au Parc national des Pyrénées. Et moi, c'est un sujet que j'ai dans le cadre des travaux qui se font en montagne. Et moi, les mots que je retiendrai, c'est patience et dialogue. Dialogue avec le pétitionnaire quand on va proposer des solutions plus écologiques ou qui vont prendre plus de temps. Et voilà, c'est surtout beaucoup de dialogue avec le pétitionnaire et puis avec ceux qui font les travaux. Dans notre cas, ça va être les pélistes, vraiment très pratiques, voilà, qui peuvent aller très vite et ne pas entendre voilà, les consignes qui ont été données et ne pas prendre soin des consignes. Voilà. Très bien. Jocelyne? Oui, bonjour. Bonjour. Oui, Jocelyne Cambesède, donc je suis au Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées. Je ne sais pas si vous m'entendez, j'ai l'impression que ça ne marche pas très bien. On t'entend très bien, on ne te voit pas, mais on t'entend. Ah bon, d'accord, la vidéo ne fonctionne pas, effectivement. Et je suis responsable du pôle conservation et restauration écologique. Et les deux mots que ça m'inspire, donc le premier, c'est résilience, parce que il me semble que l'objectif, c'est d'améliorer la résilience globale des écosystèmes. Et le deuxième mot, c'est trajectoire, et ça rejoint un peu ce que vous disiez tout à l'heure, de prendre le temps. C'est que la restauration écologique, elle passe pas du noir au blanc tout d'un coup, mais il y a toute une trajectoire de restauration qui peut être parfois longue et qui parfois ne correspond pas au temps effectivement que vous avez évoqué pour les élus. Merci Jocelyne. Et ensuite, du coup, nos deux intervenants, Manuel et ensuite Marie-Émilie. Alors, Manuel de la Foulouse, donc chargé de restauration écologique au Conservatoire botanique des Pyrénées et de Midi-Pyrénées. Et alors moi, la restauration écologique, ça m'évoque d'une part la cicatrisation, comme ça peut l'être pour nous, où le corps, l'organisme ou l'écosystème spontanément par lui-même va se cicatriser et se refermer. Et l'autre, je pense que c'est fonctionnalité. Donc, dans le sens de savoir qu'est-ce qu'on veut restaurer et quelles sont les fonctions attendues de l'écosystème à restaurer. Merci Manuel. Il y a le soleil dans les Pyrénées, on dirait. Ouais, Bon. Et Marie-Émilie, du coup, pour terminer. Donc, oui, Marie-Émilie Navel, donc animatrice Natura 2000 sur les 4 sites qui se situent en grande partie sur la commune de Gavarnie-Gênes. Donc, voilà, qui ai suivi un peu le projet de près. Je dirais il y a eu beaucoup de mots déjà de dit. Alors moi, j'aurais maintien des sols en premier. J'avais aussi le mot patience, mais bon, il a déjà été utilisé. Mais plutôt patience par rapport aux élus et croissance des plantes. Et sinon, je dirais coordination de chantier, qui est vraiment important dans ces moments-là. Voilà. Merci Marie-Émilie. Eh bien Manuel, je te laisse partager ton écran du coup et débuter la présentation. Alors, je pose toujours la question à l'intervenant avant. Est-ce que tu préfères que les participants, s'ils ont des questions, t'interrompent et posent des questions au fur et à mesure, ou on attend le déroulé de ta présentation et ensuite on profitera du temps d'échange en suivant Je pense que vu qu'on est en petit nombre, n'hésitez pas à prendre la parole quand vous le souhaitez. Ok, parfait. Et puis, de toute façon, je pense qu'on prendra un temps à la fin s'il y a des questions. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Est-ce que j'arrive à le faire? Oui, on voit bien. Voilà.
Bon, du coup, au sein du Conservatoire botanique des Pyrénées et de Midi-Pyrénées, on a donc le pôle conservation et restauration écologique. Et la mission de restauration écologique, c'est une mission qui existe dès la création du Conservatoire botanique, pour ne pas dire qu'elle est en partie à l'origine de la création du Conservatoire botanique. Et donc, notamment par rapport à des enjeux de restauration d'écosystèmes dégradés en montagne, donc suite à des aménagements et en lien avec les domaines skiables, et avec une problématique, un enjeu en zone cœur de parc national, où il fallait, où il faut toujours bien entendu travailler sans importer de la génétique non indigène ou non locale. Donc en fait, ça fait plus de 20 ans que le Conservatoire botanique travaille sur la thématique de la restauration. Et pendant très longtemps, pendant pratiquement 20 ans, cette mission était très focalisée sur les enjeux montagne, donc par rapport à des défis très techniques et une vraie difficulté de restaurer ces milieux ou de trouver de la génétique adaptée. C'est vraiment, à mon avis, au cœur de ce que Émilie Navel présentera en suivant. Et puis, depuis 2020-2021, on a élargi cette mission, notamment par un diagnostic des besoins et des attentes sur les autres milieux, sur le reste de notre territoire d'agrément. Donc, en fait, la plupart des zones qui sont hors montagne, sur l'ancienne région Midi-Pyrénées. Et avec quand même, pour l'instant, on est sur les milieux ouverts, donc sur l'ensemble des besoins, des attentes de restauration sur les milieux ouverts. Et aujourd'hui, cette action, elle est menée sous plusieurs formes. Donc une dynamique partenariale, c'est-à-dire qu'on participe à différents projets sur la restauration écologique, comme par exemple un projet LIFE en partenariat avec la DASEA du Gers. Voilà, un autre projet avec le CEN Occitanie. Donc des actions un peu plus ponctuelles et focalisées. Et puis en parallèle de ça, on a une action qui est, on va dire, plus générale d'accompagnement et d'animation du réseau d'acteurs sur la restauration écologique. Et donc ça, c'est une mission qui est financée par l'Adréal Occitanie et la région Occitanie, et qui nous permet d'apporter des appuis techniques à différents gestionnaires et maîtres d'ouvrage. Donc voilà, différents contextes d'action. Alors c'est sûr que en général, on restaure quand on identifie une dégradation, et il s'avère qu'on trouve une grande diversité de dégradations ou de contextes dans lesquels on sollicite la restauration. Donc ça peut être des problématiques très agricoles comme du surpiétinement ou des sols compactés, ça peut être des présences d'exotiques envahissantes ou des choses comme ça. On a une part importante des sollicitations qui viennent de déblais, de terrassements ou suite à des aménagements. Donc ça peut être des aménagements routiers, des ouvrages d'art ou même des constructions. On a quelques cas où c'est des sites industriels, et donc c'est plutôt dans des démarches de renaturation qu'on nous sollicite. Suite à des risques naturels, alors ça pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup heureusement, mais voilà, suite à une crue, un glissement de terrain, on a des écosystèmes qui sont dégradés, et des fois il faut savoir comment les restaurer ou comment accompagner leur restauration. Et il y a un cas de figure qui est un peu à part, c'est les mesures compensatoires, où en fait, c'est pas nécessairement suite à une dégradation, mais comme il y a l'objectif de recréer un milieu naturel ou semi-naturel, en fait, les éléments de la démarche de restauration vont être très intéressants pour accompagner cette transition, cette trajectoire d'habitat. Et donc, de plus en plus, on a une demande qui grandit, dans des contextes de milieu agricole.
Donc voilà, notamment par rapport aux 2 projets live que j'ai cités précédemment ou par rapport à des mesures compensatoires. Donc voilà, en image, quelques techniques qu'on peut mettre en œuvre, donc du transfert de foin vert, de la récolte de semences locales à la brosseuse ou à la moissonneuse, l'analyse des compositions des mélanges récoltés, et puis et la propre composition en fait de ce qu'on sème pour restaurer. Ces récoltes de semences, ça implique des suivis phénologiques de nos espèces cibles, et puis bien sûr on fait le suivi des semis et le suivi des restaurations. Et ce travail de façon globale, c'est un travail qui est mené en réseau, donc avec plusieurs organisations au niveau national et international. Et là, ce que je voulais présenter lors de ce café, c'est en particulier les étapes clés de la démarche. Alors, c'est vraiment inspiré et adapté des standards internationaux pour la restauration écologique proposés par la SER. Voilà. Et ensuite, je ferai un point rapide sur les trajectoires de milieu et les espèces, les choix d'espèces et d'origine. Alors, les étapes clés, je pense que Pauline, je vous l'ai présenté il n'y a pas longtemps, mais tout d'abord, c'est d'identifier la dégradation. Alors, soit constatée quand elle a déjà eu lieu, soit prévue quand c'est, par exemple, dans un aménagement ou on constitue un dossier, un projet de travaux, un projet d'aménagement. On peut anticiper la dégradation qu'il va y avoir. Et à cette étape-là, c'est important d'impliquer les acteurs qui sont concernés par le site, en gestion ou les voisins, les riverains, afin de partager est-ce qu'on partage tous le constat de cette dégradation et puis qu'on puisse être assez précis dans la caractérisation de la dégradation. Ensuite, une deuxième étape, ça va être d'évaluer le contexte, alors ce que j'appelle le contexte écologique. En gros, c'est la matrice paysagère, les milieux attenants, les autres acteurs qui peuvent être impliqués, donc par exemple les gestionnaires qui sont des milieux alentours ou les personnes qui fréquentent le milieu à restaurer. Et ensuite, on commence par faire un état initial du milieu. Donc, une caractérisation des attributs. Alors, c'est des termes un peu abstraits peut-être, mais bon, les conditions physiques, quel type de sol on a? Est-ce qu'il y a un sol profond, pas profond? Est-ce qu'il y a déjà une banque de graines dans ce sol? Est-ce que c'est du déblai? Est-ce que essayer de caractériser au mieux l'état initial, et ensuite, en fonction du contexte écologique et en fonction, bien entendu, donc des attentes des différents acteurs impliqués, on va se poser la question de quel est l'écosystème cible et quel est l'écosystème de référence, c'est-à-dire vers quoi on veut tendre, quel est notre objectif. Notre objectif, c'est ce que j'appelle l'écosystème cible, c'est vraiment ce que l'on veut voir en lieu et place de notre écosystème dégradé. Et très souvent, on s'appuie sur un écosystème de référence. Donc, ça peut être, par exemple, si on veut restaurer une pelouse subalpine, dans le cas de Troumousse, par exemple, notre écosystème de référence, ça peut être une pelouse à quelques dizaines de mètres, quelques centaines de mètres du site à restaurer. Des fois, l'écosystème cible, il sera très très proche de la référence. Et puis à d'autres moments, c'est pas possible parce que la pente, parce que le sol a été compacté ou parce que de toute façon on n'est pas au même endroit. Mais donc voilà, on va essayer de caractériser au mieux la destination, on va dire, notre objectif. Et une fois que le point de départ et le point d'arrivée sont définis, c'est là qu'on va se poser la question de quelle est la trajectoire d'habitat qu'on attend pour pouvoir arriver à l'objectif. Et même si là, ma flèche est droite, en fait, cette trajectoire, elle est pratiquement jamais linéaire et rectiligne.
Et c'est le long de cette trajectoire qu'on va se fixer des objectifs opérationnels. En fonction de ces objectifs et de cette trajectoire, on va définir des traitements, de l'intervention ou pas. Et donc, du coup, c'est ce qui va nous permettre d'élaborer un cahier des charges. C'est à ce moment-là justement qu'on évalue est-ce que la résilience du milieu nous permet de ne pas avoir à intervenir, par exemple, ou simplement faire une mise en défense ou limiter les interventions, modifier la gestion et puis que l'écosystème va se restaurer, se réhabiliter de lui-même ou pas. Une fois qu'on a ces interventions et ce traitement en tête, eh bien, on passe au crible des analyses des aspects logistiques. Donc en termes de calendrier, est-ce que c'est faisable? En termes de finances, est-ce que c'est faisable? En termes techniques, humains, est-ce que c'est acceptable? Est-ce qu'on a les autorisations légales pour le faire? Et puis, assez souvent, ça ne marche pas du premier coup. Et donc, ben voilà, si on se dit que on n'a pas les moyens de le faire ou il faut l'ajuster, il faut le faire en 2 ans parce qu'on ne peut pas le faire sur une année, eh bien, on repart aux étapes 4, 5 et 6. Donc, est-ce qu'il faut revoir notre copie sur l'écosystème qu'on veut atteindre ou est-ce qu'on veut modifier la trajectoire d'habitat et du coup, pour pouvoir intervenir de façon différente? Alors, ça paraît assez théorique dit comme ça, mais sur plusieurs, je vais prendre un exemple et on va voir, c'est assez... Enfin, je trouve que c'est toujours très enrichissant de faire cette démarche-là avec les acteurs impliqués. La flèche orange, là, la dynamique de trajectoire de milieu, elle est importante d'avoir, enfin, je trouve que c'est important d'avoir en tête quelques éléments. Donc la première chose, c'est que le processus de restauration, il implique plusieurs états transitoires. Donc on n'a pas, alors surtout quand bien sûr on parle d'une restauration d'un terrain très dégradé, d'un site très dégradé, comme un site industriel ou un site qui a été terrassé par exemple, sur lequel on retire un parking, on part pratiquement de zéro. Dans les états transitoires, on va avoir une composition spécifique différente de notre état cible. Ça, bon, c'est la base de la succession écologique. On a d'abord des espèces qui ont un rôle pionnier, et puis on va aller petit à petit vers un milieu et des espèces plus spécifiques. Le mode de gestion, évidemment, durant ces états transitoires, il est à adapter. Ce ne sera pas le même mode de gestion que le mode de gestion de l'écosystème cible. Et donc, du coup, c'est de là que dépendent les objectifs opérationnels que l'on se fixe. Cet état initial, enfin l'état initial duquel on part, il est souvent assez vulnérable. Alors, je dis souvent, c'est par rapport à aux références des dossiers que je traite pour l'instant. Donc, assez souvent, on part d'un sol nu ou d'un sol dégradé. Et donc, du coup, qui est sujet à l'érosion, qui est sujet à la dissémination, dissémination, ou plutôt à l'implantation de plantes exotiques envahissantes. Et du fait qu'il n'y ait pas encore une végétation bien en place, le milieu ne joue pas encore son rôle filtrant. Et du coup, les eaux ne rentrent pas en profondeur. Et du coup, ça peut alimenter soit l'érosion, soit des problèmes liés à l'eau. Et donc l'idée, c'est d'anticiper ces états intermédiaires et de choisir en fonction soit des structures mécaniques, soit des espèces qui vont avoir ce rôle temporaire, ce que j'appelle les espèces nurse. Alors je vais prendre là en quelques images un exemple de trajectoire. Alors là, c'est sur une station de ski, mais c'est quelque chose qui se retrouve très souvent dans le cas de talus. Donc, on a un milieu à restaurer, on a des états transitoires et notre milieu cible, c'est un écosystème composé d'espèces prairiales, ou là, en l'occurrence, de pelouse. Donc, voilà. Là, on avait ces zones qui étaient en pente, qui viennent d'être terrassées. Donc, on avait fait les préconisations pour régaler de la terre végétale
pour séparer les horizons, faire le terrassement et remettre une couche de terre végétale en finition. Et donc, on a utilisé comme espèce nurse du régrin anglais, du trèfle blanc et de l'orge cultivée. Donc des espèces qui vont se développer très rapidement très rapidement. En montagne, tout est relatif, mais rapidement la première année, et qui vont être couplées aux espèces qui sont de notre milieu cible, qui sont des espèces de pelouse. Donc on avait de la fétuque noirâtre, du paturin alpin notamment. Et là, l'objet de l'expérimentation, c'était une structure nurse, c'est-à-dire rajouter du foin sec de prairies locales qui avait été déclassé pour le fourrage, pour voir s'il nous permet de protéger la ressource en sol dans ces états transitoires. Là, on voit, à 45 jours après le semis, côté gauche, les deux photos à gauche, on voit que les espèces qui ont été semées, elles lèvent très bien. Il y a une très bonne levée du semis. Par contre, on voit les pierres apparaître. Et en fait, le fait que les pierres apparaissent, indirectement, c'est du sol qui était là, qui est parti par les pluies. Et je ne sais pas si ça se voit bien sur les photos de droite, on a une levée à peu près similaire en nombre de plantules au mètre carré. Par contre, les plantules, elles vont traverser le foin. Et l'idée, c'est que le foin, il permette d'atténuer la vitesse de la pluie, de diminuer ou d'empêcher l'effet splash des gouttes, et donc de ne pas déstructurer de ne pas endommager les fines, le sol de surface, et qu'il ne soit pas emporté par l'érosion laminaire. Là, donc on est 9 mois. Alors 9 mois en montagne, c'est vrai que ce n'est pas du tout pareil qu'en plaine, mais 9 mois après le semis, voilà, entre un traitement avec du foin et sans foin, on voit qu'en termes de recouvrement d'espèces, enfin de recouvrement par la végétation, on n'avait pas des différences très nettes. Donc en fait, même sur l'ensemble des quadras qu'on a fait, c'était à peu près équivalent le recouvrement en végétation. Par contre, le sol nu et la phase minérale, les cailloux, sont bien plus importants dans la zone témoin sans foin. Ce qu'on observe aussi, c'est que les zones où il y avait du foin qui est en train de se décomposer, on a un retour plus rapide de la faune. Alors moi, c'est la macrofaune que j'ai observée, mais on peut imaginer que c'est de même pour la micro et la mésofaune. Et côté sans foin, on voit même un an après, donc sur la photo en haut à gauche, des petites racines qui sont à l'air libre, c'est-à-dire que l'érosion de surface continue malgré l'enracinement des espèces. Et les deux photos en bas à gauche, c'est pour vous montrer, donc on a l'orge au bout d'un an qui a déjà fait son cycle, donc qui s'est bien enraciné, qui a créé de la matière et qui va sécher et se décomposer, alimenter la biote du sol. Et vous voyez la petite touffe de la photo en bas à gauche, là, c'est un paturin alpin. Au bout d'un an, il a cette taille-là. Donc en fait, nos espèces spécifiques des pelouses, elles ont une croissance très lente. Elles sont très adaptées à ces conditions pédoclimatiques, mais elles n'ont pas cette force, cette vigueur de développement en état initial. Et donc du coup, cette trajectoire, au bout de 2 ans, on peut remettre les animaux, donc la gestion en estive peut reprendre. Alors même si on voit ici qu'il y a encore beaucoup plus de pierres que si on n'avait pas fait le terrassement, qu'on n'avait pas détruit à l'origine le milieu, on arrive avec à recouvrer, à retrouver les fonctionnalités qu'on attendait. Et notre milieu cible, là c'est une pelouse attenante. On peut toujours faire les suivis en parallèle et voir ce qui ne fonctionne pas, l'état du sol et la composition spécifique. Et voilà. Et le dernier point que je voulais aborder, c'était, je pense que je l'ai déjà un peu dit, mais c'est quand on pense à un semis. Alors voilà, quand on restaure, il n'y a pas toujours besoin de semer.
nous, assez souvent, on nous sollicite quand il y a un besoin en semences. Et donc, du coup, les 3 composantes principales du semis, c'est des espèces nurse ou temporaires. Donc, ça peut être des espèces type engrais vert comme celles que je viens de citer. Ça peut aussi être, par exemple, des espèces messicoles, donc des espèces spécifiques des milieux perturbés et qui vont avoir ce rôle intéressant dans une phase initiale. Ensuite, des espèces structurantes du milieu. Et pour cela, de plus en plus, on s'appuie sur de la récolte en mélange, donc à la brosseuse ou à la moissonneuse sur des milieux en bon état de conservation. Et puis, une composante qui va être des espèces spécifiques de l'habitat cible ou des fonctions qu'on attend. Donc voilà, si c'est un habitat spécifiquement intéressant pour l'azurée du serpolet ou pour les pollinisateurs de façon globale, ou enfin voilà, avec une valeur fourragère spécifique. Donc voilà, en gros, j'ai ces 3 composantes. Pour choisir les espèces, bien entendu, on prend toujours en compte les principes de conservation de la flore. Donc on fait attention à l'indigénat, au trait de vie, donc que les espèces nurse ou temporaires, elles n'aient pas trop tendance à pérenniser et à perturber ensuite le milieu. L'origine locale, et donc c'est pour ça qu'on a les marques Pierre-Graine de Neo et végétal local. Et la préservation de la ressource, donc ça c'est inclus dans les cahiers des charges, les référentiels techniques des 2 marques. C'est-à-dire que récolter des semences locales, oui, mais il ne faut surtout pas endommager les ressources lorsqu'on va collecter. Et puis on travaille beaucoup sur l'accompagnement pour la fourniture et les modalités de semis pour pouvoir anticiper au maximum cette récolte et voilà, comment on va semer, quand on va semer. Des fois, on a une livraison de chantier au printemps, et bien on va semer des nurses au printemps et on attend l'automne pour semer nos espèces structurantes et spécifiques de l'habitat cible. Et en résumé, mais c'est par rapport à la trajectoire d'habitat, nos espèces cibles, donc ce qu'on voudrait voir dans le milieu restauré, c'est pas du tout la même chose que les espèces qu'on va semer. Et ça, voilà, ça c'est important. On ne va pas semer uniquement les espèces spécifiques d'un milieu en bon état de conservation. Ce qu'on va semer, il y a tout le rôle de cicatrisation du milieu qui va être important. Voilà, je vous remercie et je voulais juste spécifier que notre action, elle est sur le territoire d'agrément du Conservatoire botanique des Pyrénées et de Midi-Pyrénées, donc sur l'ancienne région Midi-Pyrénées. Et en Occitanie, côté Aix-Languedoc-Roussillon, il y a ma collègue Lara Dixon du CBN Med qui a une mission portée sur elle est correspondante de la marque végétale locale. Et donc, du coup, voilà, on se complète sur une partie de ces missions de l'autre côté. Merci Manuel pour cette présentation très claire, malgré le fait que ce soit quand même assez complexe pour les personnes qui ne sont pas forcément initiées. Est-ce que vous avez des questions? Nathalie, je te vois bouger, mais il n'y a pas de son par contre. Oui, volontairement, on ne sait jamais. Des fois, j'ai des collègues qui prennent d'un seul coup. Alors, c'est. Mais en fait, j'ai pas vraiment de questions, mais par contre, ta présentation, pour moi, était très parlante parce qu'au fur et à mesure que tu as énuméré toutes ces étapes et ces questionnements, et notamment, voilà, le milieu cible, enfin l'écosystème de référence, l'écosystème cible, en fait, c'était très parlant pour moi, dans le sens où on a restauré une parcelle. Alors nous, évidemment, on est, comme tu le présentais au départ, hein, sur des milieux ouverts de plaine. Et justement, c'est une réflexion au fur et à mesure que tu expliquais qui me fait dire aujourd'hui que, alors vous avez mis, tu dis 20 ans, voilà, le CBN sur la restauration. Aujourd'hui, apparemment, en montagne,
on a un milieu spécifique qui, du coup, ne permet pas trop je dirais, d'ouverture, enfin, d'ouverture dans le sens des choix. Si on fait le mauvais choix, de toute façon, ça ne fonctionne pas. Le problème en plaine, c'est qu'on est sur justement un milieu, entre guillemets, plus banalisé ou considéré plus banal par les acteurs qui vivent, qui agissent. Et récemment, j'ai une commune qui a voulu mettre en place une prairie fleurie dans une zone à forte richesse écologique. Donc, j'ai pu, enfin, grâce aux responsables des espaces verts, j'ai pu avoir vue sur ce qui se passait. Et c'est vrai que si je n'avais pas été contactée, on partait dans un milieu donc très très riche en biodiversité avec des espèces protégées. On partait sur des semis d'espèces importées. En plus, avec, tu parlais tout à l'heure, Manuel, du fait de travailler avec des semences locales. Donc là, on ne travaillait pas du tout avec des semences locales. On introduisait en plus dans la zone des nouvelles espèces qui ne sont actuellement pas présentes. Et en fait, les élus, c'était hyper compliqué la vie parce que dans cette zone, on a des acteurs que sont des agriculteurs, on a des prairies naturelles avec en fait un apport local, avec une possibilité d'apport local de semences. Et les élus sont partis sur des cahiers des charges de marché public, je dirais d'acheter, en fait, d'investir dans des lots de graines, de fleurs, après lesquelles, comment, bon. Voilà, donc on aurait pu partir dans une méga usine à gaz. Bon, résultat, ça s'est bien passé. On est revenu sur une trajectoire, donc comme tu disais, l'écosystème cible, on est revenu sur une trajectoire de quelque chose de plus local, même si j'ai trouvé ça très artificiel. Donc je rejoins complètement Pauline quand elle disait que au lieu de partir sur des choses simples, sur de la résilience, et puis même, très honnêtement, l'endroit où a été implantée la prairie en question, la prairie fleurie, donc il a fallu quand même, donc j'ai pu faire intervenir Lionel Gire, il fallait de la fleur, parce qu'il fallait que ça pète aux yeux des élus. Mais en fait, on avait déjà une composition floristique de la parcelle qui était très riche. Il suffisait juste de s'y arrêter plus précisément. C'était de nombreuses espèces de zones humides que ni les élus, ni puisque c'était à objectif scolaire aussi, hein, dans un second temps. Donc, le grand public ne connaissait pas, et plutôt que d'aller faire simplement un inventaire et de démontrer qu'on avait déjà une richesse floristique, de faire le lien avec les pollinisateurs, enfin, etc., etc. Donc non, ils sont partis carrément sur une restauration, enfin, oui, on va dire une restauration de parcelles qui, pour moi, n'avait pas lieu d'être restaurée. Voilà. Mais donc, c'est ce que je constate avec ce que tu as présenté, Manuel, c'est qu'en plaine, en plus, je suis sur un bassin versant qui n'est pas loin de Toulouse, donc on est sur quelque chose, en fait, on est sur des réflexions où les gens pensent pouvoir tout maîtriser. On a un projet, il suffit d'un péliste, hein, il suffit de terrassement, il suffit de ci, il suffit de ça, et puis on va y arriver. Ça ne pose pas de problème. Enfin, la réflexion n'est pas très, très aboutie. Même si, par exemple, en zone humide, on est sur des milieux fragilisés et fragiles, en plaine, on ne se pose pas la question, on fait. Alors après, on ne fait pas dans le détail, je dirais, plutôt. Donc voilà, Manuel, c'est juste pour te dire que moi, ça a été très, très parlant au fur et à mesure. Après, j'ai d'autres exemples, comme tu disais, démarrer par une couverture de sol, même si au départ, elle est artificielle. Donc là, vous avez choisi du coup Régras, Orle et Trèfle. On a restauré une prairie comme ça, alors toujours en zone de plaine, hein, une prairie inondable qui, depuis, alors elle a été restaurée en 2013, on est en 2022. On est à plus ou moins 8 ans et demi de restauration. Aujourd'hui, on a fait comme vous, mais un petit peu à tâtonnement, puisqu'on n'avait pas de retour d'expérience à l'époque. Du Régras, aujourd'hui, depuis plusieurs années même, on n'en retrouve pas du tout. Ton observation sur le fait aussi que la fleur locale démarre
plus tard, c'est complètement vrai. Heureusement qu'on a eu cette couverture temporaire par ces espèces entre guillemets artificielles qui a permis d'avoir un sol couvert plutôt que de dire ben non, on ne se positionne que sur de la flore locale et on laisse faire. C'est que du coup, il y a cette phase intermédiaire et là encore, ben, je rejoins ce que disait Pauline au départ, ce temps de patience qui même peut-être des fois à nous manque. Alors même, je vois Élodie aussi l'avait bien mis en avant. Et du coup, c'est vrai qu'au début, on se pose la question, hein, en restauration comme ça, c'est d'utiliser quelque chose d'artificiel, bon, aller mettre de l'orge, aller mettre du raisin et sur quelque chose qu'on a l'intention de faire devenir naturel. En fait, au début, quand on n'a pas de retour d'expérience, on se pose la question si on fait le bon choix, quoi. Bon, à l'époque, on l'a fait par force, parce qu'en plus, zone inondable, donc on a eu des grosses inondations dans le déroulé du chantier qui a entraîné des retards de mise en œuvre. Aujourd'hui, on ne regrette pas de l'avoir fait. Et là, au bout de, donc, allez, depuis déjà l'année dernière et même l'année d'avant, ça y est, on commence au-delà de notre flore locale plutôt mésophile, on commence à voir de vraies espèces de zones humides qui apparaissent dans la parcelle. Donc voilà, il y a... Bon, je vais m'arrêter là parce que en fait, Manuel, tout m'a parlé, tout ce que tu as présenté m'a parlé. Merci Nathalie, c'est super de voir du coup comment ça peut effectivement faire écho aux expériences de chacun. Est-ce que quelqu'un d'autre veut s'exprimer? Moi, j'aurais une petite question après, mais je la garde pour plus tard. Non, pas forcément de questions. Moi, j'en avais deux, en fait. Une qui m'a fait écho, Nathalie, avec cette histoire de prairies fleuries, parce que c'est vrai que ces prairies fleuries, c'est quand même beaucoup la mode depuis quelques temps. Puis on parle de biodiversité, donc on voit beaucoup de communes qui veulent mettre des prairies fleuries, etc. Donc effectivement, la marque végétale locale répond à cette question, mais les élus ne sont pas forcément tous informés, ça va souvent un peu vite, ils veulent planter des fleurs, etc. Est-ce que c'est un problème que vous rencontrez, enfin, auquel vous êtes confronté, Manuel? Est-ce que vous voyez justement cette recrudescence un peu partout de plantes fleuries qui peuvent venir d'un peu partout, qui ne sont pas forcément locales, etc. Et ce qui amène aussi ma deuxième question, c'est vous accompagnez les gestionnaires, j'imagine que vous pouvez accompagner les collectivités dans ce genre de projet, dans des projets de restauration également. Est-ce que voilà, il y a une façon de faire pour vous contacter? Parce que nous on travaille beaucoup avec il y a Pierre qui nous a rejoint, je ne sais pas si avec les territoires engagés pour la nature. Donc on voit souvent un petit peu des actions qui peuvent être qui peuvent se rapprocher, enfin de souhaits d'actions qui peuvent se rapprocher de la restauration ou de la plantation justement de prairies. Est-ce que on peut facilement leur transmettre vos contacts pour un éventuel accompagnement, par exemple, ou j'imagine que vous ne pouvez pas accompagner tout le monde non plus. Enfin, comment ça se passe? Alors du coup, pour répondre dans l'ordre, oui, on a beaucoup de demandes par rapport aux prairies fleuries. Et alors, je pense qu'en général, quand les personnes sont amenées à prendre contact avec le conservateur botanique, c'est pas très compliqué de les sensibiliser. Enfin, une fois qu'elles sont déjà arrivées jusqu'au conservateur botanique, c'est pas très compliqué de les sensibiliser à l'intérêt de la flore locale et entre guillemets au fait qu'il y ait moins d'intérêt à de la flore exogène. Surtout, ce que j'ai peut-être pas très bien dit dans l'écosystème cible ou de référence, on parle des modes de gestion de façon très importante et ça arrive souvent que le projet, c'est de faire une prairie fleurie, mais en fait, quel type de gestion pour pérenniser cette fonctionnalité accueil des pollinisateurs ou mellifères elle n'est pas prise en compte. Et du coup, ce qui se passait, c'est que la collectivité, elle semait une prairie fleurie, c'est très joli pendant 1 an, 2 ans. La 3e année, ça commence à être moins joli. Et puis, la 4e année, ils se demandent de ressemer. Et donc, du coup, voilà, on les accompagne pour une composition floristique et un mode de gestion qui permette de maintenir cet aspect fleuri dans le temps. Et puis, bien entendu, l'aspect fleuri, ce n'est pas la même référence quand on parle d'habitat naturel
et de catalogue horticole, ça c'est sûr. En termes d'accompagnement, donc l'essence de la mission, c'est justement d'accompagner les collectivités territoriales et les services de l'État, donc en priorité. Et donc, alors bien sûr, c'est de l'accompagnement. On remplace absolument pas un bureau d'études qui va faire un accompagnement, qui va aider à définir un cahier des charges ou qui va faire un accompagnement beaucoup plus pointu. Par contre, dans les grandes lignes, on accompagne différents porteurs de projets. Et ce qui se passe là, donc ça fait 2 ans qu'on a ouvert cette mission à la Plaine. Ce qui se passe souvent, c'est que c'est plutôt les bureaux d'études qui viennent nous solliciter parce que les collectivités ou les maîtres d'ouvrage, ils n'ont pas ce réflexe dès l'amont complet de la genèse du projet, en fait. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a déjà, en général, les grandes lignes qui sont les grandes lignes de prescription qui sont déjà sorties. Et puis, on a les bureaux d'études, de maîtrise d'œuvre qui viennent nous solliciter. C'est un peu moins confortable pour nous de travailler parce qu'il y a déjà le cadre qui est bien défini. Mais voilà. Et après, après pour l'instant, on a un temps limité, mais on arrive quand même à accompagner plusieurs projets sur le territoire d'agrément. On verra le rythme qui évoluera. En tout cas, c'est une prise de contact par mail à mon nom, et puis ça, vous pouvez le diffuser sans souci. D'accord, parfait. Jocelyne, je te passe la parole juste après. On a une question dans le chat du coup qui rejoint, qui demande si les bureaux d'études sont bien formés justement à ce type de pratique, de manière générale. Eh ben, de manière générale, c'est difficile de répondre. Et ouais, en fait, non, c'est vraiment compliqué. Je pense qu'il y a des bureaux d'études qui sont qu'on a accompagnés une fois ou deux. Il y en a qui sont déjà très sensibles et donc où c'est même très confortable de travailler avec eux. Il y en a d'autres, il faut repartir reprendre certaines bases. Et puis, et comme c'est un peu loin des sentiers battus, des fois, pour certains bureaux d'études, c'est pas confortable. Enfin, c'est pas confortable. Ça implique un certain risque. Je ne sais pas trop répondre. Pas de généralité du coup. Voilà. C'est difficile. Merci Manuel. Jocelyne? Oui, en fait, pour revenir à cette question, on est confronté finalement à 2 types de demandes très différentes, hein. Il y a les demandes qui interviennent dans le cadre de grands projets d'aménagement et comme l'a expliqué Manuel, il y a une préparation, une anticipation qui n'est pas encore au top, mais sur laquelle il travaille énormément justement pour que ces projets prennent en compte les questions de restauration le plus en amont possible. Et puis dans les sollicitations qu'on reçoit, il y a aussi des sollicitations de collectivités pour des choses très très ponctuelles comme ça, pour mettre en place, comme l'a expliqué Nathalie, une prairie fleurie ou un, donc, celles-là, elles peuvent être plus difficiles à gérer finalement parce que c'est des petites sollicitations sur lesquelles ils demandent une réaction rapide. Et là, l'objectif du conservatoire, c'est effectivement maintenant qu'il y a en place des filières de production de graines d'origine locale garantie d'une part, et puis aussi des bureaux d'études qui commencent à maîtriser cette question du conseil sur la restauration écologique, que ce soit plus uniquement le conservatoire botanique qui s'implique, mais de démultiplier cette possibilité d'appui au travers de ce qui se met en place au niveau des privés finalement, de la profession. Voilà, c'était une première chose. Et puis la deuxième, c'était pour revenir aussi sur l'intervention de Nathalie sur la perception en fait de ce qu'est une prairie fleurie. Et je voulais dire rapidement une autre expérience qu'on avait eue en Haute-Garonne. Alors, ce n'était pas pour une prairie fleurie, c'était pour une implantation de blé accompagné de plantes messicoles, et où la commune, c'était la commune de Saint-Orens en l'occurrence, était très choquée parce qu'elle évaluait que la réussite était très mauvaise. La réussite de l'implantation était mauvaise et
et que ça donnait rien. Et donc, on est allé sur place et on leur a montré voilà, en attirant leur attention sur ce qui se passait, sur les plantes qui étaient là, qui étaient sorties, sur les fleurs. Et tout d'un coup, ils ont complètement renversé leur opinion sur cette implantation en disant « Ah ben oui, c'est réussi ». Et donc, on a fait des journées de sensibilisation du grand public, mais avec une sorte de loupe, voilà, pour montrer, pour diriger le regard vers ces espèces-là. Et donc, cet aspect pédagogie, en fait, je pense qu'il est vraiment très important. Merci Jocelyne. Je pense qu'au vu de l'heure, je vais passer la parole à Marie-Émilie maintenant, qui va nous faire une présentation du coup proche du terrain, hein, vraiment un retour d'expérience sur des travaux qui ont été menés dans les Pyrénées au sein du parc national sur la revégétalisation du parking du cirque de Troumouze. Marie-Émilie, je te laisse partager ton écran. Alors, Puis il y aura un autre temps d'échange en suivant ensuite, bien sûr. Alors, ça apparaît. Vous voyez bien tous la présentation? il y a une mauvaise connexion. Je ne sais pas si vous voyez bien. On voit bien. Alors, c'est toujours c'est un petit pour moi, mais ça doit être, Non, moi ça qui va, ne suis pas bien paramétrée. Focalisation. Non, parce que moi, ça me fait ça aussi. Hein. En mettant focalisation sur le contenu, ça apparaît en assez grand. On voit bien. La photo est magnifique d'ailleurs. Ah. Bon, ben, alors est-ce que je reste comme ça? Non, oui, ça fonctionne bien, on voit bien. Oui, je pense que c'est bon. Bon, ok. Yes. Bon, donc, rebonjour à tous. Donc, je vais vous présenter un cas d'étude, on va dire, qui se situe en zone cœur du Parc national des Pyrénées, donc sur le cirque de Troumouze. Donc, pour recadrer un peu le contexte du projet, on se situe dans le département des Hautes-Pyrénées, vraiment au sud de ce département-là, où il y a le petit patch rouge là. Donc, les petits patchs verts, c'est tous les sites Natura 2000 qui sont concentrés donc, au niveau du département du 65. Moi, je m'occupe de l'animation de ceux qui sont autour de ceux de Gavarnie, donc il y en a 4 en tout. Et donc cette carte, elle montre en fait le côté France, le côté Espagne et notamment le classement, c'est ce qui va nous importer, du patrimoine mondial de l'UNESCO, qui classe donc un site qui est en partie en France, en partie en Espagne, et dans lequel le cirque de Troumouze s'insère. Donc, au-delà de ce classement patrimoine mondial de l'UNESCO, on a également donc, le cœur du parc national, mais on est aussi en site classé au titre des paysages, en site Natura 2000, également celui donc d'Estobé, Troumouze, Baroud. Là, je vous ai remis une petite carte pour essayer de vous montrer un peu les lieux. Donc, on est vraiment en haute altitude puisque le cirque de Troumouze, avec le parking, se situe à 2100 mètres d'altitude. En contrebas, on a le village de Gavarnie-Gèdre. Donc, on monte, on passe le hameau de Héas, on continue de monter, on arrive à l'auberge du Mayette et puis on se retrouve en cœur de cirque de Troumouze. Donc, avec un accès routier, en fait, qui part depuis le bas village de Gavarnie et qui monte jusqu'au cœur du cirque de Troumouze. Donc, une route qui s'est créée, je crois, en 1967. Donc, à l'époque, on accédait et on tolérait, en fait, la voiture jusqu'au cœur des sites. Là, c'est un petit zoom parce qu'on va vraiment se concentrer là-dessus. Donc, avec l'auberge du Mayette qui est à 1800 mètres d'altitude en contrebas, avec l'accueil touristique, restauration, etc. Et donc, le cœur de cirque avec ce parking donc, situé à 2100 mètres d'altitude. Donc du point de vue de l'UNESCO, parce que c'est la demande par de là, en fait, ils nous ont demandé en fait à la commune de Gavarnie-Gèdre de retirer les voitures de la zone cœur du parc national. Donc on fait un peu machine arrière par rapport aux années 60, on va dire, où le tout voiture et le tout va pouvaient aller jusqu'au cœur de cirque. Et aujourd'hui, c'est un peu machine arrière, quoi. Donc on se rend compte que ça fait des verrues paysagères dans des cirques tels que celui de Troumouze, donc un cirque calcaire en grande partie. Donc avec cette verrue paysagère qui peut accueillir jusqu'à 300 voitures par jour. Donc l'UNESCO nous a demandé, a demandé à la mairie en fait de travailler sur ce retrait de voitures pour conserver en fait le label
du patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc, on est sur un site de haute altitude qui est très pastoral. On est surtout sur des... On va reprendre un peu ce qu'a présenté Emmanuel, donc un écosystème cible qui est constitué donc, de pelouses anard raides et de pelouses festuca ischia. Donc, c'est des pelouses d'altitude qui recherchent des conditions d'enneigement prolongées, on va dire, et qu'on retrouve donc aux étages subalpins et alpins inférieurs. Voilà, ce parking, lui, c'est un parking qui fait 3700 m² à peu près, qui est constitué d'altérite de schiste, qui est très très compacté et qui n'a donc de fait aucun substrat de terre végétale, ce qui limite fortement donc, la possibilité de colonisation par du végétal. Donc voilà l'état initial du milieu, quoi. On se retrouve sur ce type de parking-là. Alors, attendez, hop, je passe. Donc ça, c'est le parking vu du haut. Qu'on nous a demandé donc de restaurer, et avec donc une réflexion qui est bien plus large, hein, qui intègre donc l'auberge du Mayette en contrebas, le parking du haut et un parking des ayants droit pour permettre à certaines voitures de pouvoir monter quand même, et notamment donc les éleveurs pour pouvoir aller soigner les bêtes tout l'été. Donc le parking qui se situe en cœur de site, il est celui-ci. Ça, c'est pour vous remontrer un peu ce qui a été proposé par le cabinet, parce que c'est un projet qui est quand même multipartenarial, donc avec les élus et puis notamment un cabinet d'architectes et de paysagistes qui nous ont proposé des choses dans l'avant-projet, qui a été partagé avec le CAE, le Parc national, le CBN, etc. Et tout un tas d'acteurs. Je ne vais pas forcément rentrer dans le travail multi-acteurs, mais on a eu beaucoup de monde autour de ce projet-là. Donc l'idée de renaturation de ce parking, c'est en fait de supprimer ce parking et de redonner en fait hop, on va le voir là, de redonner un faciès d'estive naturelle, donc de pelouse à nard et à gispette, tout en laissant une zone en fait qui permettrait, une zone de retournement pour le fameux petit train qui permettra donc désormais de monter les touristes avec la construction d'un abri. Donc pendant la phase d'avant-projet, en fait, ce qui s'est passé sur ce projet-là, donc moi je travaillais déjà en fait avec Brice Dupin qui était donc le prédécesseur de Manuel de la Foulouse au CBN. Donc quand on a abordé ce projet, je lui ai expliqué un peu ce qui s'y passait. Et donc, je lui ai demandé de faire un accompagnement. Ça a donc démarré en 2015. On est évidemment sur un site fortement sensible, donc avec cette multicouche, UNESCO, Parc national, etc. Donc là a commencé en fait le relais entre le conservatoire et le cabinet pour qu'ils prennent en compte un peu les préconisations qui ont été faites donc par le CBN après plusieurs visites de chantier, etc. Et donc, le cabinet a intégré les préconisations faites sur de la revégétalisation de sites dans l'avant-projet. Ensuite, il y a eu une phase de sensibilisation et d'acceptation par les élus qui s'est très très bien passée. Et donc, préconisation qui a été établie sur des semences plutôt locales qui résistent évidemment mieux au froid puisqu'on est quand même à 2100 mètres d'altitude. Avec, à semer plutôt en septembre, etc. Donc, entre 2015 et 2018, où on a commencé les travaux, on a démarré ce qu'on a appelé des campagnes de récolte de semences. Donc là, l'idée, c'était de trouver des sites d'études, des agriculteurs qui étaient d'accord pour nous laisser les parcelles pour récolter à la brosseuse, trouver aussi le matériel pour récolter à la brosseuse. Donc nous, on a la chance, c'est que on a la station de ski du Tourmalet qui a une brosseuse qu'on voit en photo. Donc on a pu louer, je vous ai mis juste une idée de budget de location, donc c'est 420 € TTC pour les 2 jours. Par exemple, on l'a loué pour un site sur lequel on a récolté quasiment 1 hectare, un site qui faisait à peu près 1 hectare pour récolter, et on a réussi à récolter 10 kilos de semences pures. Donc la difficulté aussi dans la mise en place de cette récolte, c'est donc trouver les agriculteurs qui vous laissent en fait les parcelles, trouver le bon site avec la bonne végétation qui va vous permettre de revégétaliser votre site.
avoir l'aval donc des propriétaires et surtout penser aussi à l'accès facile parce que sur ce site-là, il va falloir y retourner plusieurs fois pour essayer de regarder le stade d'avancement de la végétation et des graminées pour pouvoir intervenir à la récolte au bon moment. Donc ça, c'est un peu la difficulté du chantier. Et puis, évidemment, récolter dans les bonnes conditions avec la météo qui va bien. Je vous ai remis quelques photos. Donc ça, c'est l'intégralité, on va dire, de la revégétalisation qui s'est faite. Donc, on a eu un travail qui a été fait sur le parking carrément de l'auberge du Mayette, où les parkings ont été entièrement remodelés, enfin retravaillés, on va dire. Le fameux parking des ayants droit qui se situe en orange ici entre l'auberge du Mayette et la zone cœur du cirque de Troumouze, qui a été également remodifié, et puis le parking du cirque. Donc entre 2015 et 2017, en fait, on a eu 2 années de récolte. On n'a pas suffisamment récolté de semences parce que les sites n'étaient pas suffisamment grands. Donc on s'est retrouvé à devoir acheter en fait de la semence supplémentaire. Donc avec Brice, on s'est dit on va passer par la marque Pierre et Graines de Néou qui propose des semences adaptées à ce qu'on voulait faire. Donc, on a demandé à la marque de nous présélectionner un certain nombre de semences. Donc, nous, on est parti sur, voilà, là, je vous ai listé les 5 espèces qu'on a choisies. Donc, de la fétuque, du paturin, de la brise, du plantain et de l'aquilée. Pour une idée de budget, donc c'est 40 € le kilo de semences. Et voilà, donc avec un démarrage de travaux en suivant en 2017-2018. Donc ça, c'est quelques photos pour vous montrer l'avant-après. Avant, le parking autour de l'auberge du Mayette. Après, donc, qui a été également réensemencé. Donc 3250 mètres carrés. Le parking des ayants droit qui a été également remodelé. 420 mètres carrés revégétalisés. Et donc, ces 2 parkings, on les a priorisés avec les semences Pierre et Graines de Néou qui ont été achetées. On a plutôt gardé les semences récoltées pour le parking en zone cœur du parc national pour espérer un meilleur rendu. Donc ça, c'est le parking qui a été remodelé, la création de l'abri ici. Et puis, donc, ce que vous voyez en bleu, c'est tout ce qui a été réensemencé en fait par l'entreprise PGP. Qui avait été donc commandité par, qui était prévu dans le marché. Le souci qu'on a eu, donc je crois que j'ai mis une petite photo voilà, pour le réensemencement. Donc eux, ils ont fait ça avec une espèce de tracteur, une grosse cuve, là, on appelle ça un hydrocideur, dans lequel on mélange à l'intérieur les semences, la matière organique et les fibres longues. Et on vient pulvériser en fait sur la zone, en fait, le mélange pour une meilleure accroche. Voilà, donc la revégétalisation sur le site a eu lieu le 22 octobre 2018 par une entreprise qui n'a pas respecté, en fait, c'est là où est toute la difficulté, qui n'a pas forcément respecté ce qu'on avait demandé au départ. Je vais y venir après. Donc ça, c'est le site qui a été remodifié. Donc vu qu'on avait en notre possession avec Brice du mélange à la brosseuse, donc de semences récoltées sur prairie d'altitude, des semences achetées. Et on s'est dit, pourquoi pas en faire un site un peu expérimental pour tester un peu les différentes méthodes. Donc, c'est ce qu'on a fait. Et en gros, donc sur certains talus, donc tout ce qui est en vert, en gros, c'est ce qui a été récolté sur pelouse d'altitude. Et tout ce qui est en blanc tiré, là, c'est ce qui a été réensemencé avec le mélange de semences achetées. Et on a fait une petite expérimentation en plus, c'est-à-dire qu'on a été récupérer du foin, donc on appelle ça l'ouvrée ici. C'est en gros les fonds de grange. On a eu l'opportunité de faire ça vraiment à la toute fin, donc on a été récupérer un fond de grange juste avant justement le réensemencement et on a fait un petit test en rajoutant du foin sec. Voilà, sur une petite zone, en plus du mélange récolté à la brosseuse. Donc, les difficultés qu'on a eues, en gros, avec l'entreprise qui nous a fait le travail, c'est une entreprise qui a fondu les plombs en cours de route, donc qui a bâclé le travail, voilà, il faut dire ce qui est. La difficulté qu'on a eue, c'est que ils ont semé tardivement.
parce que du coup, il y a eu des retards. Bon, là, c'était pas de leur faute, hein, des retards au niveau des chantiers et au niveau de du retard antérieur par rapport au travail sur la remodélisation du parking. Donc, ils ont pu semer que fin octobre. Donc, déjà, là, il y a un souci de calendrier, mais des fois, bon, c'est compliqué hein, de rentrer dans les clous. Et puis, en plus de ça, ils n'ont pas fait d'apport de fertilisant organique comme c'était préconisé. Et ils ont mis du mulch qui était peu adapté, puisqu'on avait préconisé donc des fibres plutôt longues pour mieux maintenir en fait les semences au sol. Et eux ont utilisé des fibres courtes. Donc voilà, l'idée là, c'est ce que j'ai remis un peu dans la bulle. Les difficultés, c'est anticiper les retards de chantier, mais ça, c'est pas toujours possible en fait. Suivre les travaux, donc c'est-à-dire que vraiment avoir quelqu'un qui soit derrière et qui mette le nez un peu partout et qui puisse suivre un peu de manière plus poussée que ce qui a été fait. Pourtant, nous, on avait un cabinet donc d'architectes et un cabinet paysagiste qui ont suivi l'intégralité du chantier, mais malgré tout, en fait, sur des petites actions clés comme ça, on n'a pas pu être là et insister sur le fait qu'il y ait bien de la matière organique dans les cuves qui ait été mis au moment où ils ont semé. Et puis, donc, le point 3, c'est coordonner les travaux pour que l'ensemencement soit fait en tout dernier. Parce que la difficulté qu'on a eue aussi, c'est qu'ils ont semé et puis par-dessus ça, en fait, on a eu tout un tas de tracteurs qui sont repassés par-dessus les zones qui ont été semées, donc qui ont forcément emmené des semences avec. Donc, bon, voilà, ça n'a pas toujours été hyper simple. Parce que nous, on avait la contrainte aussi d'être sur un site d'haute altitude à 2100 mètres, donc un enneigement qui arrive généralement au mois de novembre. Donc, si on fait un semis le 22 octobre et qu'on a un coup de neige derrière, le chantier s'arrête. Donc, en fait, tout le monde s'excitait un peu autour du chantier pour finir le plus rapidement possible en fait, ses tâches. Voilà. Donc là, je vous ai mis quelques petites photos. Alors, donc l'abribus, il est là. Donc ça, c'est le parking intégral, là. Et on se rend compte, donc ça, c'est en 2019, que on a des zones vertes qui ont bien pris, mais on a des grosses zones, en fait, où on est encore sur sol nu et où l'érosion a fait son effet, puisqu'on voit quasiment plus de terre végétale et on voit que des altérites de schiste. Donc ça, c'est pour vous montrer les mélanges à la brosseuse, mélange à la brosseuse plus le foin sec qu'on a mis ici. Et puis là, les zones avec les graines achetées. Donc ça, c'est l'expérimentation où on avait fait d'un côté le mélange à la brosseuse et puis de l'autre le mélange avec les graines achetées. En fait, on se rend compte concrètement qu'on est sur des mélanges qui ont bien repris. C'est à peu près égal, on va dire. Sur la partie où on a mis du foin, donc c'est où Brice est accroupi, on se rend compte que le vert végétal est bien présent. Et en effet, quand on compare avec les petits calendriers, le foin en fait a permis de maintenir, d'avoir un microclimat concrètement en fait sur les plantules et donc une meilleure colonisation par le végétal sur cette zone-là. Donc là, c'est je le rappelle, les résultats du printemps. Donc avec les semis, avec les semences achetées Pierre Graines de Néou, on a eu la problématique du mulch qui n'était pas adapté. Donc en fait, on a eu un déplacement des semences par ruissellement, d'où les sols à nu en grande partie. Un couvert qui était malgré tout dominé par de la fétuque noire, mais parce qu'on avait aussi mis plus de fétuque que le reste. Pour les semences à récolter à la brosseuse, on s'aperçoit qu'on a, au-delà du fait qu'on a un mulch pas adapté, on a quand même plus d'espèces qui sont sorties, donc du fait de la diversité en fait, du milieu récolté. Et puis sur l'expérimentation brosseuse plus apport de foin sec, on se rend compte qu'on a des semis qui sont plutôt protégés et donc une levée qui est plutôt précoce. Là, à ce stade, on était à des plantules à 3 feuilles, alors que pour les deux autres, on était sur des plantules plutôt à 2, voire 3, mais plutôt en dessous, quoi, une de croissance moindre. Donc, ça crée un microclimat et c'est plus efficace contre les processus d'érosion.
En 2020, donc ça c'est les résultats brosseuse, mélange de semences récoltées avec l'apport de foin qu'on a en haut. Et puis en bas, mélange de la brosseuse sans l'apport de foin. Ben voilà, là encore on se rend compte que dès qu'on apporte un peu plus de matière organique, et ben, au-delà du fait qu'il y ait une protection contre le ruissellement, microclimat, au bout de 2 ans, ben, le foin finit par se dégrader. Ça apporte un peu de matière organique au sol, sur des sols vraiment très pauvres en fait. Et donc, on a une croissance des plantules bien plus importante. C'est ce qui est rappelé en fait rapidement dans ce petit graphique où on se rend compte que la couverture végétale qui est ici en vert sur un mélange brosseuse plus foin sec est bien plus important que sur les autres expérimentations. Voilà, alors pour rappeler aussi qu'au départ, on était parti sur quelque chose d'un peu expérimental. On a profité en fait d'avoir plusieurs modèles pour se dire pourquoi pas tester. Mais on n'est pas sur une implantation expérimentale rigoureuse parce que on a une exposition et une pente qui peut varier un petit peu par rapport aux différents traitements qu'on a proposés. Parce qu'on avait donc que 2700 mètres carrés à revégétaliser sur ce site. Donc malgré tout, on se rend compte, donc là je vous ai mis en fait donc revégétalisation en octobre 2018 et en 2020, on se rend compte qu'on a beaucoup de zones encore qui ont subi donc en grande partie le ruissellement sur ce secteur-là à la fonte des neiges et donc des plantules qui ne poussent pas. Vu qu'on est sur un site quand même très fréquenté, très touristique, on ne pouvait pas se permettre de laisser spontanément pousser et attendre patiemment que les plantules puissent s'installer par une recolonisation naturelle. Donc on a décidé en fait avec le parc national et les agents et la mairie en fait de refaire une campagne. Donc en 2020, on est allé récupérer encore une fois de l'ouret de fond de grange d'altitude et on a épandu en fait ce foin sur les zones les plus à nu. Alors là, c'est simplement pour vous montrer, après cette campagne-là, on se rend compte que ce terrain-là qui était à nu ici, les plantules reviennent. Là, on est sur ce terrain-là et c'est pareil, on a une repousse qui est bien repartie. Et cette photo-là, en fait, c'est cette zone qui est ici. Et on a une année après, donc une année après, généralement on fait ça à l'automne, hein. On remet le foin à l'automne, comme ça la neige plaque tout ça, et puis à la refonte, c'est parti, quoi. On a un microclimat qui s'installe, le foin qui tient, et les semences qui peuvent profiter du beau temps pour germer. Voilà, et là en fait c'est simplement pour vous montrer une autre petite expérimentation qu'on a faite. Alors là, on s'est attaqué à un talus, donc un talus de la route en fait qui mène de l'auberge du Mayette jusqu'en cœur de cirque. Un talus qui était paysagèrement pas chouette et donc qu'on a décidé donc de revégétaliser. Donc ça, c'est en octobre 2018 où on a l'entreprise PGP, comme je vous le disais, qui a fondu les plans en cours de route, qui nous avait revégétalisé ce talus avec un mulch qui n'a pas du tout marché, puisqu'on se rend compte qu'en 2020, on n'a aucune plantule qui a poussé. Et on est allé chercher en fait une petite enveloppe sur les sites classés qui nous a permis d'aller chercher donc une entreprise locale qui s'est développée et qui aujourd'hui travaille uniquement là-dessus, qui est Ecoaltitude, pour ne pas les citer, et qui donc nous a revégétalisé le talus avec des semences locales et on a fait un apport de foin également et on se rend compte que dans les bonnes conditions, quand on a les bonnes conditions réunies, l'année d'après, en fait, on voit bien que le talus qui a une très très forte pente, en fait, a très très bien repris. Et donc, on est assez content. À part cette petite zone-là, mais là, c'est dû plus à la circulation des troupeaux. Voilà en gros ce que je voulais. On va pas le voir, je ne vais pas la passer. Voilà ce que je voulais vous dire sur l'expérimentation. Merci beaucoup, Marie-Émilie. C'est parlant, c'est concret, c'est un sacré boulot, hein. Moi, la première question qui me vient, c'est du coup, je vais d'abord demander si quelqu'un, parce que j'ai des questions, moi, mais est-ce que les participants là ont des questions à poser à Marie-Émilie?
Il y a des félicitations dans le chat, hein, je ne sais pas si tu vois. Merci. Bon, avant que quelqu'un éventuellement ait une petite question, moi je me disais que c'était un boulot énorme. Alors, ce n'est pas forcément une question sur la restauration en elle-même, parce que ta présentation était très claire, mais tu es chargée de mission de Natura 2000. Oui. Tu as dû passer énormément de temps sur ce projet. Comment est-ce que ça fonctionne, enfin, comment dire, tu peux justifier du coup ce travail de restauration dans le cadre de Natura 2000 ou c'est dans le cadre du site classé dans le cadre de la Comcom que tu interviens là-dessus ou... Écoute, je vais un peu botter en touche. Je crois que là, en fait, si tu veux, moi, je me suis permise d'intervenir sur ce site-là parce que déjà, c'est quelque chose qui m'intéresse, que je travaillais déjà avec Brice sur d'autres choses. Et puis, parce que du coup, j'étais un peu en interaction entre les élus, les cabinets qui passaient à la mairie, puis vu que j'y travaille, en fait, ça simplifie en fait les échanges. Et puis on était donc, et puis dans les documents d'objectifs, si tu veux, j'ai des actions qui concernent notamment la fréquentation du site et, et, et la renaturation en fait, la dégradation des habitats. Donc là, j'ai trouvé un peu ma place d'intervention de manière un peu légitime, puisqu'on était quand même sur de la pelouse d'altitude qui est d'intérêt communautaire sur ces sites-là. Donc voilà. D'accord, oui, complètement. Non, je posais la question parce que je sais que, enfin, on le sait, alors ça dépend des départements, il n'y a pas forcément les mêmes traitements partout, mais dans le cadre de la justification des fonds Natura 2000, maintenant, ça devient des fois assez draconien en termes de lignes sur lesquelles on est. Et c'est, voilà, je me posais la question. Après, moi, j'ai la chance d'être à 100% sur mon poste, donc parce que j'ai 4 sites à gérer. Donc voilà, j'ai peut-être aussi plus de flexibilité sur ce volet-là. J'ai pas de justice. Enfin voilà, je sais pas. Et en termes à la louche, hein, ça, tu as passé combien de... Enfin, déjà, c'est sur plusieurs années, le suivi. Oui, voilà, en fait, c'est quelques journées, si tu veux, c'est quelques journées par an. Hein. C'est pas non plus... C'est une journée de suivi, c'est après 1 ou 2 journées dans l'organisation du chantier, 1 journée ou 2 pour les récoltes, mais en fait, ça s'est étalé, hein, parce qu'on a commencé en 2015 et les travaux ont été faits en 2018. On a refait une campagne de revégétalisation en 2020. Donc bon, c'est quelques journées par site, par-ci, par-là, quoi. Non, je ne pourrais pas comptabiliser, là, j'avoue. Je ne saurais pas dire de 2015 à 2020 combien de jours ça m'a pris, je ne sais pas. Non, mais en tout cas, on voit les résultats, c'est impressionnant. Oui, on était content, franchement, du résultat là sur les. Mais c'était pas gagné d'avance parce que le premier travail qui avait été fait, franchement, on était ultra déçus parce qu'on avait mis énormément d'énergie. Et en fait, bon, j'ai pas raconté tous les détails, mais c'est vrai que l'entreprise en fait nous a fait un travail merdique, vraiment. Et en plus, ça a fondu les plombs derrière, donc on n'avait aucun recours. Et on s'est retrouvé donc avec pas mal de semences qui avaient été récoltées, qui avaient été en fait jetées en l'air parce que et moi j'avais senti un peu le vent tourner, donc j'avais mis de côté en fait certaines parties des semences, je ne sais pas pourquoi. Et en fait ces semences-là on les a réutilisées sur le chantier d'après. C'est l'expérience. Bon. Manuel, tu voulais intervenir? Oui, je pense qu'il y a... Enfin, merci beaucoup Marie-Émilie, hein, c'est vraiment super d'avoir une présentation comme ça en détail. Je pense qu'il y a 2 points qui sont très importants. Il y a d'abord le fait d'utiliser de la récolte en mélange. Ça sous-entend évidemment qu'on fasse le lien avec des agriculteurs, soit pour qu'ils mettent en défend et du coup qu'il n'y ait pas de pâture sur les zones qui vont être récoltées, ou si c'est des zones de fauche, qui ne fauchent pas ou qui retardent la fauche. Et donc, ce n'est pas si simple que ça. Dans ce cas-là, c'était un cas où l'accompagnement il était fait par le conservateur botanique et du coup la mission Natura 2000. Mais voilà, dans le coût de la semence, on va dire, ce travail d'articulation et de dialogue avec les éleveurs, c'est quelque chose qui aujourd'hui est quand même complexe.
Et tout ça pour au final des quantités qui sont intéressantes en termes de qualité, mais en termes de quantité, c'est assez modeste. Donc ça demande vraiment beaucoup d'anticipation et de coordination pour trouver quel milieu, comment récolter et atteindre les objectifs. Et l'autre chose que je trouvais vraiment important, et on va travailler dessus là ce printemps, dans le cadre de la démarche EcoVar, c'est l'analyse des offres. Donc en fait, même une fois le travail, quand il est bien fait, d'élaboration des cahiers des charges, quand on fait de la mise en concurrence, c'est un vrai sujet, c'est pas simple entre la part du financier, la part du technique. On peut se demander des fois comment c'est possible qu'une entreprise qui n'avait pas d'expérience en montagne du tout arrive sur un chantier comme ça. Et voilà, ça, je pense que c'est vraiment un sujet crucial à travailler. Ça, c'est bien que tu en parles parce qu'en fait, c'est vrai que concrètement, l'entreprise PGP, là, ça a été la seule à répondre pour nous au marché. Donc, on s'est D'accord. retrouvés coincés, quoi. Quand tu n'as qu'une entreprise en fait, qui se mobilise et qui répond, eh ben, tu n'as pas le choix. Parce que là, on est quand même sur des projets, on est sur un projet à 1,3 million. Donc, entre remobilisation, enfin, remodelage des parkings du bas, remodelage du parking intermédiaire, plus remodelage du parking du haut. Donc, c'est des projets conséquents, quoi. Et ben, là, on s'est retrouvé bloqué. Hein. On s'est retrouvé bloqué. Alors, il y avait deux questions, Pauline et ensuite Élodie, ou deux interventions. Oui, plus largement, je me posais la question de savoir s'il y avait beaucoup d'entreprises qui étaient capables de réaliser des travaux de restauration écologique, en fait. Mais parce que dans ce cas-là, il n'y en a eu qu'une qui a répondu et ça ne s'est pas forcément très bien passé. Donc, je pense qu'on est même en manque, en fait, de prestataires qui sont compétents dans ces domaines-là. Et du coup, comment on fait? Alors, bon, Manuel, tu auras peut-être une vision plus large que la mienne. Moi, je sais qu'aujourd'hui, on a une entreprise qui s'est montée récemment, donc EcoAltitude, qui travaille très bien et qui a les compétences du réseau, puisque c'est le prédécesseur de Manuel qui s'est installé. Mais après, je ne sais pas, toi, Manuel, au niveau régional, tu as peut-être plus de visibilité que moi. Je pense que, en fait, dans la restauration, c'est très vaste. Et donc, du coup, il y a certaines tâches, par exemple, voilà, la récolte à la brosseuse, ça, c'est une compétence très spécifique qui demande un matériel spécifique, qui demande le fait de savoir reconnaître voilà, les stades de maturité des espèces, identifier les sites. Bon, sur la récolte à la brosseuse, effectivement, il n'y a pas grand monde aujourd'hui. Il y a EcoAltitude, il y a au travers de la marque végétale locale, il y a Semences Nature. Et puis, il y a différentes domaines skiables qui commencent à rentrer là-dessus. Et puis, il y a le Seine Occitanie qui va développer à plus grande échelle ce champ d'action. Mais par exemple, en fait, suivant ce que ça veut dire restaurer les milieux, il y a des choses qu'on peut faire en prestation avec des agriculteurs, par exemple. Et donc ça, de transfert de foin vert, on le fait sans faire intervenir, si c'est bien accompagné, si la maîtrise d'œuvre est compétente, et donc si c'est bien écrit dans le cahier des charges, en fait, les compétences et le matériel des agriculteurs peuvent suffire pour avoir de très bons résultats. Et en fait, c'est difficile à dire parce que ça dépend vraiment de chaque poste, je pense. Élodie? On ne t'entend pas, Élodie. J'ai oublié d'enlever le micro. Nous, on a eu un chantier où on a travaillé avec EcoAltitude. C'est dans le cadre de la restauration, de la réhabilitation du chantier du refuge du Marcado et de la mise en place d'une conduite d'eau potable sur 2 km où on a dû... il y a eu des grosses interventions au niveau des pelouses pour intégrer cette conduite. Et donc, il y a eu du replaquage, des plaquages de fait en direct sur le chantier et des rensemencements faits par EcoAltitude.
Et nous, au regard de ce que disait Marie-Émilie, nous, sur ce chantier, on a demandé à ce qu'il y ait un écologue. En fait, bon, c'est un gros chantier, hein, qu'il y ait un écologue pour s'assurer des prescriptions, que toutes les prescriptions qu'on avait pu mettre soient mises en place et qu'on le voit bien. En fait, et encore, il était là, il était censé être là qu'une fois par semaine et il a fini par monter des fois 2 fois parce que pour s'assurer que ce qui avait été dit en début de chantier avec les entrepreneurs, il faut faire comme ça et pas comme ça. On a eu un loupé en début de chantier où le péliste est allé faire ce qu'il fallait pas dans un coin tout seul parce qu'il avait envie d'avancer et en fait il faisait pas comme il faut. Et effectivement, si l'écologue n'était pas là régulièrement et finalement plus que prévu parce qu'il aime son travail et que il voulait que ce soit bien fait, ça aurait pas fonctionné, quoi. Le maître d'œuvre n'aurait pas eu le temps. Nous, on est monté, mais on peut pas être là tous les jours non plus, et c'est pas notre mission. Effectivement, donc ça, c'était un point qu'on a imposé avec un comité de pilotage, et on voit que ça a fonctionné. Et après, j'avais une autre question. Moi, à Gavarnie, à l'hôtellerie du Cirque, il y a eu des travaux qui ont été faits sur l'arrière de l'hôtellerie du Cirque. C'est une prairie enherbée où ils ont refait l'assainissement. Et en fait, ils voudraient... on les a incités à réensemencer et à refaire partir, à retravailler la zone, mais c'est un privé. Et est-ce que, donc au départ, ils voulaient nous mettre des graines achetées en bas à Gamvert. Enfin, en gros, on lui a dit, oh là là, ben non, on ne fait pas ça, on est en zone de cœur, même si c'est un site très touristique et il y gare ses voitures, etc. Mais ça empêche que c'est l'hôtellerie du Cirque quand même. Et alors, on a essayé, on l'a renvoyé vers le CBN, on lui a parlé du Louret, d'aller chercher le Louret, il n'a pas trouvé. Et est-ce qu'il a accès aux graines aux Pyrénées où est-ce qu'il peut trouver les graines de Néou ? Ouais, les graines de Néou. Et puis comment l'accompagner? Alors, effectivement, on l'a renvoyé vers les partenaires, on lui a donné toutes les bonnes infos, mais après, ça reste un privé. Et du coup, c'est pas évident. Voilà, ça me fait penser que je vais prendre de ses nouvelles et voir ce qu'il a fait. Et voilà, on a essayé de lui donner toutes les infos, de lui inciter à faire ce qu'il faut, mais effectivement, comment l'accompagner encore plus, quoi, finalement. Bon, c'est pas évident, quoi. S'assurer, même si dans l'autorisation, nous, on avait mis des prescriptions en ce sens, c'est pas aussi évident. Voilà, je m'en rends compte, même si on lui a dit tout ce qu'il faut, de le suivre, parce que c'est un privé aussi. Hein, il est chez lui, même si, voilà, on lui a demandé de rensemencer et pas avec n'importe quoi. Et je vois le foin, ça marche bien, parce que lui, du coup, il y a plein de cailloux qui sont remontés à cause des travaux. Et du coup, on voit que ça commence à reprendre déjà, à l'automne, là. Mais il y avait énormément de cailloux partout et comment s'assurer que ce soit bien fait aussi et de faire un meilleur accompagnement. Enfin, moi, Alors, nous, on est en train d'essayer de mettre en place ça avec la commune de Gavarnie-Jette, c'est-à-dire d'avoir du stock, en fait, concrètement, sur tous les travaux qu'on va déployer sur la commune. Donc, à la limite, si tu veux, tu peux le renvoyer vers moi. Je vais le reprendre des nouvelles, de savoir, parce qu'on avait un autre point à voir avec lui et je vais le... S'il n'a rien fait et puis qu'il ne le fasse pas. Moi, j'ai surtout peur qu'il fasse. Franchement, il n'y a pas de souci là-dessus. Oui, c'est pour ça. J'ai juste peur qu'il fasse avec ses graines achetées en bas et comme il voulait faire chez lui. Et que, bon. Oui. Merci, Elodie Marie. Nicolas, tu voulais compléter peut-être? Ouais, c'est juste pour l'anecdote, pour compléter par rapport au chantier de l'hôtellerie du Cirque. Il avait l'intention aussi de planter un arbre, mais un arbre déjà de taille importante, quoi. Donc en plus du semis, il va aussi mettre un gros arbre devant son hôtellerie, quoi. Un olivier, bien sûr. Un olivier. Peut-être. Il y a un certain nombre de... Oui, et par rapport à ça, du coup, nous, on ne savait pas trop, par rapport à ce que dit Nicolas, effectivement, quand il nous a sollicité par rapport à ça, on était un peu embêtés parce qu'on ne savait pas trop quoi répondre. Et parce que c'était dans le sens de bien faire et de ne pas mettre n'importe quoi, mais en même temps, voilà, autant, bon, les semences, on sait quoi lui dire, mais là, finalement, qu'est-ce qu'on met comme plantation là devant l'hôtellerie? On a un peu séché, en fait, j'avoue. Si je peux, 2 éléments assez rapidement pour compléter. Je pense qu'il y a d'une part, aujourd'hui, la marque végétale locale
et Pyrégraine de Néou. Mais enfin, Végétal Local, c'est une marque qui est bien structurée juridiquement, donc en fait, elle a valeur de label. Et donc, elle garantit le cahier des charges, le référentiel technique, donc des semences d'origine locale prélevées dans le milieu naturel. Et puis, elles existent sur le marché. Et donc, voilà, il n'y a pas forcément toujours du stock de façon importante, mais elles existent sur le marché. Donc ça peut être une des façons d'orienter dans ces cas de figure. Et l'autre chose que je pense important, c'est que si on préserve la ressource en sol, en fait, la recolonisation spontanée, elle va avoir lieu. Donc, je pense que si on protège le sol et qu'on ne laisse pas le sol partir à l'aval dans les ruisseaux, dans le bassin versant, et là, du coup, on régresse, entre guillemets, si on préserve les sols, par exemple, avec un épandage de foin sec, on va pouvoir avoir une recolonisation spontanée naturelle à son rythme, lentement, mais voilà, sans importer de la génétique extérieure et surtout pas de terre non plus, ou pour pas modifier la chimie du sol. Je ne sais pas si ça répond, mais je pense que voilà, c'est deux façons d'orienter qui peuvent être intéressantes. Nathalie, et ensuite, il y a un certain nombre de questions et de réflexions dans le chat, Manuel et Marie-Émilie. Je ne sais pas si vous avez pu y jeter un œil, notamment concernant les cahiers des charges, justement, savoir s'il y a des prescriptions détaillées qui permettent de cibler les entreprises ou est-ce que faire appel à une entreprise de génie écologique est suffisante, et aussi des questions en lien avec la formation un petit peu, qui c'est qu'il faudrait aller toucher pour permettre une meilleure formation pour qu'ensuite on puisse retrouver justement des personnes en capacité de faire ce genre de travaux de façon correcte. Mais je vous laisse éventuellement accéder au chat et aux personnes qui ont posé ces questions de s'exprimer à l'oral aussi, n'hésitez pas. Nathalie ? Moi, c'était juste pour compléter justement la question d'Élodie. Bon, ok, apparemment, le propriétaire a juste en tête un gros arbre. Donc, un arbre, est-ce que sur votre territoire, donc la montagne, dans le 31, on a Arbres et Paysages d'Autan qui travaille sur cette thématique de l'arbre et de l'arbuste. Sur le Gers, on a Arbres et Paysages 32. Alors, c'est vrai que je pense qu'ils ont une très grosse activité en plaine. Maintenant, est-ce que vous avez ces équivalents pour la montagne? Parce que moi, ça m'est arrivé de prendre contact avec eux pour des projets chez des particuliers, en fait, avec qui nous, on a déjà des contacts, et de passer un peu en amont en leur disant, voilà, il faudrait avoir un accompagnement de ce particulier, mais par exemple, on est dans un territoire protégé, on n'accepte pas telle ou telle espèce. Est-ce que vous avez à disposition dans vos stocks des espèces justement, comme disait Manuel, d'origine locale qui seraient adaptées à la montagne? Alors du coup, pour les Pyrénées proprement dit, j'avoue que je sèche un peu. Est-ce que ce sont les opérateurs de plaine qui interviennent en montagne, ou est-ce qu'il y a des opérateurs spécifiques montagne, spécialisés arbres et arbustes? Alors là, je pose la question à tout le monde, en fait, parce que pour la montagne, je ne maîtrise pas. Nous, ici, la Haute-Pyrénées et Haute-Garonne, côté montagne, on a 2 acteurs qui sont présents. Donc, il y a la MNE 65. Et puis, on a dans le réseau Cocagne Haute-Garonne les jardins du Comminges qui sont aussi présents. Alors, ils ne sont pas encore labellisés végétal local parce que, de fait, la demande en milieu de montagne est bien moins importante. Après, dans le végétal local, et ce qu'on invite toujours à faire, c'est faire du sourcing, c'est-à-dire prendre contact avec les fournisseurs potentiels le plus tôt possible. Et du coup, pour avoir dans certains cas, c'est possible d'avoir de la production, de la collecte de graines en milieu naturel et de la production de plants, je vais dire sur mesure. Donc ça dépend du chantier, ça dépend. On a aujourd'hui peu de producteurs ligneux. Tous les producteurs sont disponibles sur le site végétal-local.fr dans la rubrique les végétaux et les producteurs.
Et donc, vous sélectionnez la région d'origine et vous trouvez qui c'est qui est fournisseur et qui peut produire. Après, en prenant contact avec les correspondants locaux, donc soit Lara côté XLR, soit moi côté Midi-Pyrénées, on peut vous orienter vers d'autres acteurs, des pépiniéristes, qui ont de la production. Voilà, des fois, elle n'est pas labellisée, mais elle répond au cahier des charges. C'est un peu plus fastidieux, mais c'est du cas par cas. Et je profite juste d'avoir la parole pour répondre à la question de Pierre par rapport au CCTP et puis à la sélection des entreprises. Ce qu'on a fait récemment, alors c'est un peu une première, on va voir ce que ça donne exactement, c'est dans le cadre de la reconfiguration du col du Portet à Saint-Lary, on a mis des objectifs de résultats et donc des modalités de suivi et des modalités d'un second ou d'un troisième passage suite au semis si on n'avait pas les résultats satisfaisants. Et donc ça, on l'a mis, il y avait un arrêté préfectoral parce que c'était un site classé, donc ça nous a permis d'aller plus loin. Mais en l'occurrence, c'est un bureau d'études Territory on avait suffisamment détaillé le CCTP pour qu'en fait tout se passe, tout s'est très très bien passé. Nous, on a été consultés à l'amont pour l'élaboration du CCTP et on a fait un suivi derrière et tout se passe pour l'instant vraiment très très bien alors que c'est des techniques et des traitements relativement pas courants, quoi. Avec épandage de foin, avec lestage du foin, avec des filets, des choses un peu, voilà, je pense, Après, tu travailles sur milieu de station, là, pour le coup. Hein, Manuel, tu es sur la station, là. Et alors, c'est le parking du Tour de France, donc c'est sur l'emprise de la station, mais il n'y a pas d'enjeu. Enfin, c'est vraiment la demande commune de la mairie. Enfin, demande mairie et Tour de France et site classé. En fait, c'est le raménagement du parking en version été, en fait. C'est voilà, c'est surtout pour la fréquentation été et remettre en état un site qui est effectivement qui a été dénaturé par la station, mais du coup, c'est recalibrer un peu comme à Toulouse, hein, c'est recalibrer le stationnement. Limiter le stationnement, réenherber des zones autour, hein, parce que c'était un peu, les gens se mettaient un peu partout là-haut, et puis c'était très dénaturé. Effectivement, tu as les télésièges à côté et tout, mais c'est amélioré, c'est un peu comme le Toulouse, mais bon, en moins beau, on va dire, parce que c'est le haut de la station, mais c'est amélioré l'accueil et le site. Ouais. Et du coup, sur un enjeu comme ça, voilà, la partie technique de ce qu'on fait, c'est une partie du travail. Et une partie très importante, c'est ensuite la gestion. Est-ce qu'on met de la jauge au nombre de voitures? Est-ce qu'on laisse... Enfin, de toute façon, et ça, c'est des questions qui font pas appel, enfin, qui ne concernent pas directement les entreprises de semis, de terrassement. Mais en fait, si on ne travaille pas bien ça en amont, en fait, ça ne sert à rien de restaurer des super pelouses. Si on a 200 voitures tous les jours qui s'y mettent, en 2 ans, on va détruire la végétation. Donc, c'est pas... Et voilà, et ça, c'est l'autre partie plus complexe et plus difficile à figer en termes de... C'est plus difficile à mettre noir sur blanc, quoi. Une petite dernière question, peut-être je vois qu'on a un petit peu dépassé, on est encore, c'est pas très très grave, mais il va falloir qu'on conclue. Il y avait une réflexion effectivement sur quels seraient donc les types d'acteurs à former en priorité pour diffuser ce type de pratique en fait, hein, et avec une réflexion qui disait que le public cible pourrait être les BTS horticoles ou paysagistes puisque ce discours était peu implanté dans ces formations et que ce sont eux ensuite donc du coup qui vont se retrouver au service espace vert des collectivités. Est-ce que vous, CBN, est-ce que vous savez enfin voilà, est-ce que vous allez vers ces structures-là pour former, pour amener ce type de discours? Est-ce que vous savez s'il y a une évolution un petit peu justement dans ces, ou est-ce que ce serait quelque chose qu'il faudrait peut-être envisager sur du plus long terme en termes d'enseignement? Là, je me tourne vers Manuel, Jocelyne, je ne sais pas si vous faites, vous travaillez à ça également.
Oui, je peux dire un mot là-dessus. Sur les aspects restauration écologique, on intervient dans les formations, dans une formation d'ingénieur à Toulouse, ingénieur agro. Je crois que c'est à Purpan. Je ne sais plus si c'est à Purpan ou à l'ENSAT, mais peut-être que Manuel saura mieux. Et oui. À l'ENSAT, oui. À l'ENSAT, voilà. Et on intervient également dans les formations universitaires de Toulouse en master de gestion de la biodiversité, master 1, master 2, où on porte ce message également. Mais pour l'instant, à ma connaissance, on n'est pas intervenu, ou alors très, très ponctuellement, dans des classes de BTS. Mais c'est globalement un axe qu'on voudrait développer parce que sur ce programme et sur d'autres, on identifie des besoins. On a déjà commencé à intervenir là-dessus dans le cadre du programme Messiflore, mais auprès des classes, et ça suscite beaucoup d'intérêt à la fois des enseignants et des élèves. Et je pense qu'il faut qu'on arrive à avoir une approche plus générale de formation dans ces établissements, ou d'intervention en tout cas. Ce n'est pas vraiment des formations, mais au moins porter le message de nos missions et de ces besoins-là. Merci Jocelyne. Pauline, du coup, tu voulais rebondir. Je crois que c'était toi qui avais effectivement... Oui, mais parce que justement, en fait, nous, on intervient pour un BTS horticole. Mais c'est vrai qu'en ce moment, en fait, on n'a pas de projet de restauration, donc parce que c'est moi qui étais en lien avec eux sur le plan de gestion là, des sites en bord de Garonne. Donc sur ces sites-là, on n'avait pas de projet de restauration. Donc jusqu'à maintenant, c'est vrai qu'on axait beaucoup sur les espèces exotiques. Parce que ça aussi, c'est quelque chose en fait, dont ils entendent très peu parler en fait, au final dans leur formation. Donc l'idée, c'était, on faisait 2 jours avec eux. Et on faisait 2 jours sur, voilà, sur soit à une époque, on a fait aussi de l'entretien de milieu ouvert avec eux. Et cette année, du coup, j'ai plus axé sur la gestion des exotiques. Voilà. Et donc voilà, donc il y a cette porte d'entrée-là. Je pourrais même leur en parler si ça les intéresse, d'avoir aussi le CBN qui puisse intervenir. Que ce soit sur le volet théorique ou avec nous sur le terrain, ça pourrait être intéressant. Parce qu'après, tout ce qui est master écologie, école d'ingénieur, BTS GPN, je trouve ce discours, ils l'ont déjà en fait. Ils ont déjà cette approche dans leurs cours de manière assez globale. Et je trouve qu'au final, les formations vraiment horticoles, espaces verts, paysagistes, par contre, ils ne l'ont pas du tout. Et c'est eux qui vont aller bosser dans les collectivités après. Après, il y a aussi toute la formation des services techniques. Pourquoi pas mettre en place une formation avec le CNFPT. Nous, je sais qu'on a mis ça en place. On a 2 formations qu'on propose dans le cadre du CNFPT pour les fonctionnaires territoriaux. Un sur la place de la nature et l'autre sur les zones humides. Ça, c'est moi qui l'ai fait. Voilà. Donc, mais ça pourrait aussi être un levier de formation qui est intéressant. Voilà. Oui. Ouais, juste, tout à fait. C'est quelque chose qu'on a en réflexion sur les plantes exotiques envahissantes. On a aussi une mission d'appui qui est très dynamique, mais c'est pareil, qui intervient que ponctuellement sur ces aspects-là. Et pour les interventions en master, c'est vrai que ce sont des jeunes qui ont déjà eu des approches assez théoriques de la part de leurs profs. Et quand même, lorsqu'on intervient auprès d'eux, c'est un peu une révélation pour eux de voir ce que c'est qu'un chantier, ne serait-ce qu'au travers de diapos, comme on a pu le voir avec Marie-Émilie aujourd'hui, mais de voir ce que c'est concrètement, parce qu'il manque énormément d'informations appliquées et concrètes, quoi. Donc, c'est intéressant aussi, mais je suis bien d'accord que les BTS, les formations de techniciens sont à cibler en priorité. Merci. Élodie, tu voulais intervenir ou tu as la main levée? Je ne sais pas si c'est de tout à l'heure ou... Non, c'est de tout à l'heure. C'est de tout à l'heure. Ouais. Très bien, mais je vais conclure du coup. Je vous partage une petite diapo. Donc du coup, pour vous remercier de votre participation, c'était très riche tous ces échanges. On voit que ça suscite. On aurait pu encore rester un petit moment, je pense, mais effectivement, normalement, le café gêne, c'est 1h30. On est déjà
à 1h03, et puis on va d'autant plus remercier Marie-Émilie, je me permets de le dire, qui aujourd'hui devait être en congé et qui est quand même, qui a quand même accepté de participer à ce café pour nous faire son retour d'expérience. Donc je pense que ça mérite d'être soulevé quand même. Merci Manuel aussi pour cet exposé, donc du coup très intéressant. Merci à tous pour votre participation. On vous enverra rapidement donc un mail avec le lien vers l'enregistrement du webinaire d'aujourd'hui, les présentations de chacun des intervenants, et vous aurez la liste des différents gestionnaires présents aujourd'hui. Donc du coup, si vous voulez reprendre contact entre vous ensuite pour approfondir les échanges. J'en profite pour vous annoncer la suite de la programmation. Donc, au mois de mars, ce sera le dernier jeudi du mois de mars, jeudi 31, ce sera un café génial sur l'ancrage territorial avec RNF, donc Katia Dodijos, qui est au niveau national la référente sur cette thématique-là, et Frédéric Barbe de la réserve Pibest à Houlette. Encore les Pyrénées, il me semble, qui du coup nous présentera son retour sur la méthode ancrage. Et en avril, on se retrouvera autour de la thématique de la cartographie et de la télédétection, donc à l'aide de la cartographie des habitats. Voilà, donc n'hésitez pas encore aussi à nous faire remonter des sujets sur lesquels vous souhaiteriez qu'il y ait un café génial, ou si vous-même vous souhaitez éventuellement partager un retour d'expérience lors d'un de ces cafés. Merci à tous et excellente journée. Merci Julie. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Merci à vous. Bonne journée. Julie. Au revoir. À bientôt. Au revoir.